été dans l'isolement après Madame André. J'ai vu le personnel Un homme peut faire des actes fous, absolument fous, sans être fou. Les faits sont là. Christelle a été violée, sodomisée, puis dépecée. C'est là que j'ai compris à son regard qu'il avait fait du mal à Christelle. On apprend qu'il y en a un qui s'appelle Marletta, qui était de passage le jour de la disparition de Christelle. Il a ouvert les paquets, il a vu des morceaux de chair. Qui a balancé les morceaux dans la Pointe Rouge? Christian était en prison depuis 3 semaines. À mort. La réaction de Marseille, c'est à mort. Tout le monde voulait un coupable, on avait le coupable. Cette histoire ne pourrait être qu'un fait divers sordide de plus. Mais le meurtre et le viol de la petite Christelle Bancourt, 12 ans, survient à Marseille en 1982. 1 an à peine après l'abolition de la peine de mort. La justice ne possède alors plus dans son arsenal l'exécution capitale. La guillotine a été rangée sur les étagères de l'histoire. Christian Marletta, accusé du crime de la petite Christelle, est très vite condamné par la presse avant même que ne débute son procès. Il faut dire que tout l'accable dans cette affaire. Une affaire qui éclate donc dans un climat de haine attisé par des journalistes sans scrupules. Pour les proches de Christian Marletta, c'est une erreur judiciaire. Pour eux, Christian Marletta est innocent et victime d'une justice expéditive qui avait besoin de faire un exemple après l'abolition de la peine de mort. Il est 18h à Marseille ce 10 juin 1982. Christelle Bancourt, une fillette fragile de 12 ans, rentre de l'école pour rejoindre le foyer de Bois-Fleuri où elle habite. Le foyer Bois-Fleuri est un établissement qui accueille des enfants difficiles, placés par la DAS. 20 minutes après être rentrée de l'école, Christelle quitte Bois-Fleuri pour se rendre chez le dentiste. 400 mètres seulement séparent le foyer du cabinet dentaire. Chantal est la sœur jumelle de Christelle. Elle se souvient bien de cet après-midi. J'ai voulu l'amener, puisqu'elle était tout seule pour y aller. Personne pour l'accompagner, alors je me suis proposé de l'amener, c'était normal. C'était ma sœur, je ne voulais pas qu'elle parte seule. Chantal n'accompagnera finalement pas sa jumelle. Et Christelle n'arrivera jamais chez le dentiste. Moi, le soir, j'ai été la voir. Je ne l'ai pas trouvée, on m'a dit d'aller me coucher. En pleine nuit, j'avais entendu, ou le matin bonheur, en disant que Christelle avait disparu et je me suis beaucoup inquiétée. J'ai beaucoup pleuré. Chantal et Christelle vivent toutes les deux au foyer de Bois-Fleuri depuis 3 ans. À la mort du père, leur mère n'a pas les moyens d'élever seule ses 5 enfants. Alors, la DAS décide de placer les 2 jumelles dans ce foyer. Les 2 sœurs restent ensemble. Elles sont proches, mais leurs caractères sont bien différents. Christelle, c'était la plus fragile. Elle était jolie et très timide, réservée. Alors quand Christelle disparaît, les éducateurs ont du mal à croire à une simple fugue. La fillette était bien trop craintive, trop peureuse pour prendre seule l'initiative d'une fuite. Vers 21h, les éducateurs de Bois-Fleuri se rendent à l'évêché, le commissariat central de Marseille, pour signaler la disparition de la fillette. Jean-Claude Guénassia est à l'époque commissaire de police à la brigade des mineurs. C'est lui qui dirige l'enquête. Dès qu'on fait les premières investigations, qu'on s'aperçoit qu'elle n'est pas dans sa famille, chez sa mère, chez ses copines, c'est inquiétant, d'autant plus que le dentiste où elle était susceptible d'aller le soir même ne l'a jamais rencontrée.
La nouvelle de la disparition de Christelle se répand dans Marseille comme une traînée de poudre. Dans la cité phocéenne, on envisage déjà le pire. José Darigo fait partie des nombreux journalistes qui se sont alors emparés de cette affaire. On est tout de suite averti qu'il peut s'agir d'un enlèvement. Et dans ces cas-là, c'est dramatique parce que l'enlèvement peut se solder par un meurtre, par un viol, par quelque chose d'exceptionnellement grave. Voyez ? Donc, nous, dans la presse, on ne va pas affoler les familles. Vous comprenez ? On est respectueux des familles. On va simplement annoncer la disparition d'une fillette. C'est le début de l'affaire qui commence. Vendredi 11 juin, le lendemain de la disparition de Christelle, la brigade des mineurs est en alerte dès les premières heures de la matinée. On fait une diffusion, ce qu'on appelle nous dans le jargon une diffusion nationale, c'est-à-dire la photo de la petite qui est distribuée à tous les services, affichée. On travaille avec la gare, les taxis, les bus, c'est tout le réseau classique, quoi. Les enquêteurs sont sur le pied de guerre. Ils interrogent la famille, les proches, les éducateurs et bien sûr, la petite Chantal, qui mieux que personne connaît les habitudes de sa sœur jumelle. La police, elle vient, il y a beaucoup de monde. Les policiers me disent on fait des fouilles, il y en a de partout. Je suis perdu, complètement perdu, anéanti. Tout le monde me répond qu'ils savent pas. Et bon, les policiers après m'interrogent. Je dis elle peut pas partir comme ça, elle me l'aurait dit, s'il y aurait quelque chose de grave, elle me l'aurait dit. Les policiers passent au peigne fin les alentours du foyer de Bois-Fleuri. Les quartiers de Saint-Tron, de Saint-Loup, de la Pomme et du pont de Viveau sont ainsi ratissés. Le moindre bosquet est fouillé, le moindre point d'eau vidé. Mais malheureusement, aucune trace de Christelle. Marseille retient son souffle. Le 13 juin, soit 3 jours après la disparition, une piste, enfin. La maman de Christelle reçoit un coup de téléphone anonyme. Au bout du fil, la voix d'un homme. Il réclame une rançon de 8500 francs qui devra être remise boulevard Paul Claudel dans le 10e arrondissement de Marseille. La mère de la petite fille devra déposer l'argent dans une voiture blanche. Le lendemain matin, Madame Bancourt se rend au rendez-vous munie d'une fausse rançon et discrètement suivie par des policiers en civil. Les enquêteurs en planque attendent jusqu'à midi que le ravisseur se manifeste. En vain, la piste se révèle fausse. Le coup de téléphone n'est qu'une plaisanterie de mauvais goût. Retour à la case départ, les recherches sont au point mort. Le dispositif qui au départ concernait les fonctionnaires traditionnellement chargés de cette mission, la brigade des mineurs, s'étend. On fait venir très vite aussi le chien piste, on fait venir les plongeurs, je l'ai dit, on fait venir... on fait des recherches tous azimuts, quoi. Donc il y a une quarantaine de fonctionnaires qui sont mobilisés que sur le cas de la disparition de Christelle. Des pistes ou des indices ont peut-être été ignorés. La ville attend des résultats. Cela fait maintenant 6 jours que la fillette a disparu. Le commissaire Guénassia décide alors de tout reprendre à zéro. En faisant les listings des éducateurs employés à Bois-Fleuri, on apprend qu'il y en a un qui s'appelle Marletta qui ne travaille plus dans l'institution, mais qui était de passage le jour de la disparition de Christelle. Les policiers doivent vérifier la moindre piste. Christian Marletta est alors convoqué au commissariat de police de Marseille pour être entendu comme témoin. Mais des faisceaux de présomption sont déjà suffisamment forts pour qu'il soit placé en garde à vue. Une semaine, jour pour jour après la disparition de Christelle, le 17 juin, Marseille bascule dans l'horreur. Vers 8h30 du matin, 2 employés chargés de l'entretien du centre commercial du Merlan, dans les quartiers nord de la ville, commencent leur tournée d'inspection. Sous l'escalier du parking du supermarché, un sac plastique attire leur attention. Et il se trouve qu'en manipulant ce sac, il s'est ouvert. Et ça a été l'horreur absolue pour les boueurs en question qui a vu
un tronc de jeune fille se déverser devant lui, sans tête ni membre. Horrifiés, les employés préviennent les policiers qui font rapidement le rapprochement avec la petite Christelle. On apprend qu'elle a été, d'après les médecins légistes, découpée vraisemblablement avec des couteaux de cuisine. L'autopsie va prouver que Christelle a été violée, sodomisée, et que, je ne sais pas si c'est post ou antémortem, mais c'est l'autopsie qui le dit. Les policiers investissent le quartier du Merlan et entreprennent les fouilles pour retrouver les restes du corps, la tête, les bras et les jambes. Ils vident les containers un à un, déchirent tous les sacs, renversent tous les cartons, sans résultat. Dès le lendemain matin, la nouvelle de la découverte macabre s'étale à la une de tous les quotidiens marseillais. Ça a été, si vous voulez, un véritable torrent de commentaires, de coups de fil qui a inondé la police, les journaux, les radios. On est entraîné par ce courant de l'opinion qui dit on ne touche pas à un enfant. Un enfant, c'est sacré. C'est sacré. Il ne faut pas y toucher, sinon on mérite la mort. C'est un cri unanime. Tout le monde à Marseille réclame la tête de celui qui a violé, tué, découpé cet enfant et brisé la vie de toute une famille. Ma mère Monique me dit rien. Son compagnon, son mari, Robert me dit rien. Ils veulent pas que je regarde les journaux, que je lise les journaux. Malheureusement, un jour, ils sont venus faire des courses. Je vais dans la chambre des parents pour regarder. Et c'est là que j'ai appris qu'on avait retrouvé un morceau de son corps. Et je ne me suis pas imaginé ce que c'était, comment on pouvait découper un corps d'une petite fille. Ça me rendrait malade, complètement malade. La pression monte sur les enquêteurs, la presse se défoule. Christian Marletta, témoin, devient suspect numéro 1, mais devant les policiers, l'éducateur nie les faits. Maintenant que Christelle est morte, l'enquête évolue, la stratégie policière change. On ne cherche plus le suspect d'un éventuel enlèvement, mais le coupable d'un crime odieux, un assassin d'enfants. Il est 7h30 ce matin du 18 juin 1982. Christian Marletta entame sa 40e heure de garde à vue quand les policiers décident de l'emmener à la morgue du Pharo. Le but, le confronter aux morceaux de cadavres retrouvés la veille et voir si sa réaction est susceptible de le confondre. On lui présente le tronc de la fillette qui était là. Comme tout le monde, c'est difficile à supporter. Donc quand il revient dans la voiture avec les policiers, il est accablé et puis il nous fait savoir qu'il apprécie pas tellement qu'on lui ait montré ça. Il trouve qu'on est même dégueulasse d'avoir fait ça. Christian Marletta vacille, mais ne craque pas. De retour au commissariat, un inspecteur de police a une nouvelle idée pour tenter de le faire avouer. Un coup de bluff. Il décide de lui montrer le sac bleu, découvert dans le parking du supermarché du Merlan, et dans lequel on a retrouvé le tronc de la malheureuse Christelle. Et là, il y a un quiproquo extraordinaire. C'est la chance des policiers. Marletta voit le sac, il blêmit, il pâlit, et dans sa tête, il se dit « Ils ont relevé mes empreintes, ils savent que c'est moi. » Et il s'incline. Oui, c'est moi. L'éducateur avoue et livre sa version des faits. Selon lui, ce jour-là, il a croisé Christelle une première fois et l'a raccompagnée au foyer Bois-Fleuri sur sa moto, une Honda 125. Plus tard, il tombe de nouveau sur elle, par hasard, et la fillette lui demande alors de la conduire chez le dentiste. En chemin, sans qu'il ne sache vraiment pourquoi, Christelle tombe de la moto. Alors pour la soigner, il l'emmène chez lui, au 48 rue des Abeilles, dans le 1er arrondissement de Marseille. Là, il essaie de lui parler, lui demande où elle a mal. Mais Christelle ne répond pas. Il raconte la suite aux enquêteurs. Je l'ai d'abord secoué par les épaules, en lui disant « Réponds, réponds !»
J'ai réalisé soudain qu'elle ne devait pas se trouver chez moi. À partir de là, j'ai pris peur. Je lui ai serré le cou. Elle est tombée sur le sol. J'ai constaté qu'elle ne respirait plus. Dans ses aveux, à aucun moment, Christian Marletta ne dit avoir violé Christelle. Une fois qu'elle était étranglée, il ne savait pas quoi faire avec le corps, alors il a découpé, il nous dit, il a découpé comme un gigot. Il avait été cuisinier dans d'autres expériences professionnelles, et il avait gardé de ce métier-là toute une batterie de couteaux, hachoirs et autres. Et il nous décrit le couteau avec lequel il l'a fait, en commençant par la tête, en coupant les tendons, etc. Enfin bref, il nous explique comment il a découpé et mis dans des sacs le corps de la petite. Marletta a donc avoué. Il a expliqué dans le détail la manière dont il a enlevé et tué Christelle. Une fois les aveux consignés, le commissaire Guénassia téléphone au substitut du procureur de la République. C'est Louis Bartholomei qui assure à cette époque cette fonction. Je demande qu'on me mette à ma disposition un bureau et je fais comprendre que je souhaiterais bien sûr m'entretenir seul, sans présence policière. Et là donc, je m'entretiens avec Marletta pour lui demander dans quelles circonstances il avait passé les aveux et est-ce qu'il avait été victime de violence. Et Marletta paraissait tout à fait normal, il n'avait aucune ecchymose et lui-même m'a dit qu'il n'avait pas du tout été maltraité. Devant le magistrat, l'éducateur réitère ses aveux et va même plus loin. Il me raconte qu'il avait donc jeté des sacs dans l'escalier d'un supermarché et que d'autres sacs avaient été déposés dans les anfractuosités de ces énormes blocs qui constituent la digue du côté de la Pointe-Rouge. Alors, pour authentifier ses aveux, le magistrat demande à Christian Marletta de le conduire au supermarché du Merlan où il dit avoir déposé le cadavre de Christelle. L'éducateur accepte. Arrivé donc à proximité des lieux, je le fais descendre de la voiture et nous restons tous à 2 ou 3 mètres en retrait de lui. Je voulais savoir si c'était pas un fabulateur. Et je le vois donc claudiquant, m'accompagner progressivement à l'endroit exact où la veille les employés du supermarché avaient découvert les sacs. Et c'est ça qui matérialise en fait les aveux, c'est qu'il vous conduit sur place et il vous dit c'est là que j'ai jeté. Bon, c'est là, au deuxième sous-sol, il n'y a que lui qui le sait, quoi. Personne ne le sait encore. Vous voyez, c'est pas paru dans la presse, il n'y a pas quelqu'un qui lui a dit. Il faut maintenant retrouver les restes du cadavre de Christelle. La tête, les bras et les jambes, que Marletta dit avoir jetés à la Pointe-Rouge, une plage marseillaise. Le substitut du procureur lui demande alors s'il accepte de les y conduire. Il accepte, j'avise la police qui donc réquisitionne des plongeurs bataillon de sapeurs-pompiers, qui réquisitionne des chiens, etc. Donc, et nous partons sous escorte policière, Marletta et moi surtout, faire toutes les anfractuosités de la Pointe-Rouge. Les nouvelles vont vite à Marseille. Dans les rédactions, c'est le branle-bas de combat. Il faut absolument couvrir l'événement. Résultat, le convoi de police est escorté par une horde de journalistes qui vont eux aussi jouer aux enquêteurs. Un mélange des genres peu compatible avec le bon exercice de la justice. Nous étions, si vous voulez, journalistes, policiers, magistrats, badauds, avec des bâtons. On était peut-être une bonne centaine là, sur ces rochers, vous voyez, jusqu'à là-bas. Et on prenait des bâtons pour fouiller, vous voyez, les trous. Guidés par Christian Marletta, les fouilles pour reconstituer le puzzle macabre vont durer plusieurs heures. Mais les policiers ne trouveront rien. Et pour maître Dreyfus Schmidt, l'avocate de Marletta, les certitudes qui pèsent sur son client ne sont plus aussi solides qu'au début de l'enquête. Il y a un transport de justice à la Pointe-Rouge, et effectivement, avec des moyens considérables, techniques
des plongeurs, des enquêteurs, des journalistes qui sont là pour aider les enquêteurs, comme si ça ne suffisait pas. Donc tout le monde se met à la tâche pour essayer de trouver des morceaux de corps de cette pauvre fillette. Donc il y a un travail énorme qui est fait. La digue est passée au peigne fin sur les 250 mètres. Les rochers sont explorés un à un. On ne trouve rien. Mais pour l'opinion publique, relayée par une presse avide de sensationnel, le dossier est bouclé. La capitale phocéenne est même soulagée que l'assassin soit enfin désigné. Les journalistes ne s'encombrent pas de la présomption d'innocence et Marseille libère d'un coup sa peur, son excitation et ses fantasmes. La peine de mort supprimée il y a moins d'1 an a laissé des armées de nostalgiques et ils sont nombreux à Marseille. À mort. La réaction de Marseille, c'est à mort. À mort Marletta. Et là, si vous voulez, l'affaire Marletta se transforme très vite, disons, en arme pour ceux qui sont favorables à la peine de mort. À l'issue de sa garde à vue, Christian Marletta est inculpé d'homicide volontaire et écroué à la maison d'arrêt des Baumettes. Christian Marletta est né le 24 septembre 1951 à Marseille. Né d'une fratrie de 3 enfants, il grandit dans un foyer où l'entente familiale est bonne. À l'âge de 18 mois, il est atteint d'une poliomyélite. De cette maladie, il gardera quelques traces, notamment un léger claudiquement. Bon élève, Marletta obtient son bac et rêve de devenir médecin. Précisément, chirurgien ou gynécologue. Mais il renonce finalement à ses études pour parcourir le monde. Il travaille comme cuisinier ou serveur, séjourne aux Bermudes, au Mexique, aux États-Unis, au Canada ou en Allemagne. De retour en France, il se découvre enfin une vocation, s'occuper d'enfants. Il passe son diplôme d'éducateur et en 1979 obtient un poste au foyer de Bois-Fleuri où travaille sa femme Dalila, éducatrice elle aussi. Jacqueline Anglade était directrice du foyer à l'époque où Christian Marletta y travaillait. C'est un nouvel éducateur, hein. Il avait fait ses études d'éducateur un peu plus tard que les autres. Donc lui, il croyait au métier et il voulait que les gosses réussissent. Pour Jacqueline Anglade, Marletta est un éducateur irréprochable. Elle le soutiendra envers et contre tout. C'était le meilleur éducateur. C'était le plus strict. C'était un homme droit, caractère difficile. Christian Marletta reste 3 ans à Bois-Fleuri avant de démissionner pour un nouveau centre éducatif. Car entre-temps, il a eu un enfant, un fils, Adrien. Il est rentré dans le bureau comme ça, en disant j'ai un fils. Je crois qu'il est né le 14 ou 15 juillet, quelque chose dans ce goût-là. Oui. Non, c'était la grande joie. Et c'est là où il nous a annoncé, je ne peux pas continuer à... Il a dit devant le président, je suis désolé, mais je ne peux pas continuer parce que on ne peut pas faire des nuits Dalila et moi. Qui gardera l'enfant? Il ne voulait pas le confier à quelqu'un d'autre qu'à eux deux. Christian Marletta est décrit par de nombreuses personnes qui l'ont côtoyé comme bon mari, bon père et bon éducateur. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir ce qu'il avait, tout pour être heureux, c'est-à-dire une femme aimante, un enfant qui vient de naître, une ferme qui vient d'acquérir. Donc voilà un individu qui a tout dans la vie pour être heureux. C'est quelqu'un d'assez secret, décrit comme autoritaire, mais dans ces groupes d'enfants, ça se passait plutôt bien. Il n'y a pas de problème particulier avec les enfants, hein, ni avec les autres animateurs. Un homme exigeant et strict. Seules quelques voix s'élèvent pour le décrire un peu trop autoritaire. Christian Marletta, c'était un éducateur dur, très dur. Il avait ses petits chouchous préférés, comme pas mal d'éducateurs ou d'éducatrices. Et il avait un ton sec quand il parlait. Et rien qu'avec son regard, il pouvait faire peur. Il n'était pas là pour les bichonner, comme on peut dire. Il était là pour les éduquer. Mais cette carrière irréprochable est entachée par une sombre affaire de mœurs. Une affaire qui concerne Chantal, la sœur jumelle de Christelle. 1 an et demi avant la mort de sa sœur, elle a accusé Christian Marletta d'attouchement. Il est arrivé dans mon lit, c'était le soir, c'était tard. Il s'est frotté contre moi, il m'a touché de partout. Et
Et j'ai trouvé ça tellement grave, j'étais pétrifiée. Il n'est pas resté longtemps, il n'est pas resté 1 heure, hein. Il a dû rester, je sais pas, les minutes, j'avais pas la montre en main. Hein. Il est resté quelque temps et quand il a vu qu'il se passait rien, il est ressorti et il est reparti. À l'époque, on ne la croit pas. Chantal aurait menti, elle se serait inspirée d'un scénario d'un film diffusé quelques jours plus tôt au foyer de Bois-Fleuri pour accuser Marletta. Il n'y aura aucune suite, pourtant cette histoire d'attouchement entache la réputation de Marletta. Tout paraît simple dans cette affaire. À ce stade de l'enquête, la culpabilité de Christian Marletta ne semble faire aucun doute. Mais le contexte marseillais de l'époque ne va pas aider à ce que l'enquête et l'instruction se déroulent sereinement. En juin 1982, la ville est encore traumatisée par 2 autres affaires sordides d'enlèvement d'enfants qui se sont également terminées dans le sang. Dès lors, on a ce sentiment que pour la police et la justice, il faut agir vite. Il faut punir les assassins d'enfants pour ne pas donner l'impression que l'abolition récente de la peine capitale peut inciter des détraqués à passer à l'acte. En matière de faits divers, Marseille a une histoire riche et singulière. La capitale phocéenne est surtout encore traumatisée par l'affaire Ranucci. Moins de 10 ans sépare en effet le meurtre de la petite Marie Dolores, 8 ans, de la découverte du cadavre de la petite Christelle, 12 ans. Personne sur la Canebière ne peut s'empêcher de faire le rapprochement entre Christian Marletta et un autre Christian Ranucci, l'homme au pull au vert rouge, qui sera guillotiné pour le meurtre de Marie Dolores. Une autre histoire hante les mémoires marseillaises et rend difficile le travail de la justice. En 1977, une fillette de 10 ans, Yvonne Poletto, est tuée dans des conditions sordides par son père André. Ranucci sera exécuté, Poletto, condamné à mort, obtiendra une grâce présidentielle. Mais entre ces 2 affaires et l'arrestation de Christian Marletta, la France en a fini avec la guillotine. Les 2 histoires de Ranucci et de Poletto restent profondément ancrées dans l'inconscient collectif marseillais au moment où l'affaire Marletta éclate. Ce fameux inconscient collectif qui, à Marseille, si vous voulez, avait dans la tête, dans l'esprit, Ranucci, Poletto, s'est réveillé d'un coup. Avec le cri unanime, les assassins d'enfants, ça suffit. Ça suffit. Hein. C'est une époque où encore la famille a une très grande importance. Marseille est une ville d'immigration importante avec beaucoup d'Espagnols, d'Italiens, d'Algériens, etc. Des gens qui respectent la famille, vous savez, où les enfants sont sacrés. Les crimes d'enfants incitent la rumeur phocéenne à peser sur le bon déroulement de la justice. Une justice qui ne peut plus appliquer la peine capitale comme sanction contre les tueurs d'enfants. Avec l'affaire Marletta, à Marseille, c'est tout le débat sur l'abolition de la peine de mort qui est ouvert une nouvelle fois. Pourtant, quelques mois plus tôt, le garde des Sceaux de l'époque, Robert Badinter, a mis fin à la guillotine. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. Elle est contraire à la fois à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la Révolution. C'est dans tous les esprits, parce que, vous savez, nous sommes une époque, dans les début des années 80, où c'est le grand débat sur la peine de mort en France. Il y a l'arrivée des socialistes au pouvoir qui va entraîner avec Mitterrand donc la suppression de la peine de mort, l'abolition de la peine de mort. Et dans l'esprit, je pense, de la population marseillaise, à l'époque en tout cas, 80% des gens sont toujours favorables à la peine de mort pour les assassins d'enfants. Et pour les avocats de Christian Marletta, ce contexte a une incidence directe sur la manière dont cette affaire a été menée. On a l'impression que tous les nostalgiques de la peine de mort sont là pour se déchaîner et pour prouver précisément que, puisqu'on a supprimé la peine de mort, voilà ce qui se passe, c'est que c'est un effet induit de la suppression de la peine de mort et qu'effectivement, il y a une espèce un caractère émotionnel surdimensionné qui est dans cette affaire et que, malheureusement, personne n'a essayé de contenir. À
À Marseille, l'horreur continue. Le 27 juin, 10 jours exactement après la découverte d'une partie du corps de Christelle, les policiers se rendent à la Pointe-Rouge. Un baigneur vient de trouver dans l'eau un bras et une jambe. La plage est évacuée et des fouilles avancées sont organisées. Elles ne donneront rien. Une semaine plus tard, le 3 juillet, c'est de nouveau un bras et une jambe qui sont repérés par un pêcheur flottant à la surface de l'eau. Il ne manque alors plus que la tête de Christelle pour que les pièces de ce macabre puzzle humain soient rassemblées. C'est un plongeur sous-marin qui la retrouve sur un fond rocheux le 11 juillet. À partir de là, on a pu établir formellement que c'était Christelle, qu'elle avait bien été découpée de la manière dont il l'avait annoncé, et qu'il était bel et bien l'auteur de cet enlèvement et de cet homicide. Donc vous l'avez entendu, Guénassia, donc vous connaissez bien l'affaire. Les journalistes font leur chou gras de ce retour par morceaux du cadavre de Christelle à l'endroit même indiqué par Marletta. De là à le transformer en coupable avant même qu'il ne soit jugé, il n'y a qu'un pas que beaucoup franchissent sans hésitation. Mais pour les magistrats, pas question de se laisser guider par la vindicte populaire. J'ai relu le dossier pour la énième fois et j'avais fait un tableau synoptique de toutes ces déclarations et en face, je mettais chaque fois que je pouvais corroborer sa déclaration par un élément objectif, matériel. Et j'en avais pointé pratiquement une quinzaine. Et parmi ces éléments, l'autopsie réalisée une fois le cadavre de Christelle recomposé. Pour maître Gérald de Geneste, l'un des avocats de la famille Bancourt, le rapport des légistes permet de lever le doute sur la manière dont Christelle a été tuée. Une autopsie qui a conclu en effet à la mort par strangulation, donc asphyxie mécanique, qui fait que cela corroborait totalement les aveux que Christian Marletta avait pu faire. Et cela ne pouvait que confirmer sa culpabilité. Second élément à charge dans l'instruction, l'analyse des couteaux dont Christian Marletta dit s'être servi pour dépecer le corps. Et les médecins légistes ont pu constater qu'ils avaient une usure qui aurait pu correspondre, même qui correspondait à un usage inhabituel, quoi. Que c'était plus comme si on avait coupé sur des os. C'était compatible avec les déclarations de Marletta. Marletta déclare avoir découpé le cadavre de Christelle dans sa salle de bain, qu'il a nettoyé ensuite. Or, les experts, les enquêteurs en tout cas, ont remarqué que le siphon de la baignoire avait été particulièrement bien nettoyé, ce qui est très rare. Il avait été nettoyé en profondeur et on avait trouvé simplement un lambeau de chair, mais très fin. C'est tout ce qu'on avait trouvé, mais il est vrai que le siphon était remarquablement, d'ailleurs je crois que c'est le terme qui avait été employé, remarquablement nettoyé. À l'époque, il n'y a pas encore d'analyse ADN. Impossible donc de savoir d'où provient ce lambeau de tissu organique retrouvé dans le siphon de la baignoire. Mais Christian Marletta reconnaît bien que le sac bleu retrouvé au Merlan et dans lequel on a retrouvé une partie du corps de Christelle lui appartient. C'est donc forcément lui qui aurait mis les morceaux de cadavre avant de les transporter sur sa moto. Une moto qui, elle aussi, est passée au peigne fin. On a saisi la moto. Sur la moto, on avait trouvé sur les roues des traces de sol compatibles avec la qualité du sol qu'on a trouvé à la Pointe-Rouge. Tous ces éléments mis bout à bout achèvent de convaincre les policiers. À leurs yeux, comme pour l'opinion publique, la culpabilité de Christian Marletta ne fait aucun doute. Les aveux ont été circonstanciés, ils ont été accompagnés de 2 transports sur les lieux. Lui seul savait où les avait jetés et c'est lui qui nous y a conduits. Ensuite, il a expliqué de façon formelle comment il a découpé et l'autopsie a confirmé. Ensuite, on a trouvé les couteaux. Je pense que c'est difficile de trouver beaucoup plus, d'autant plus que l'auteur a cherché, et c'est compréhensible, à effacer les traces de son crime. Il a tout lavé, sa maison elle était impeccable, quoi. J'ai jamais vu une salle de bain aussi propre que celle de Marletta. Il a tout nettoyé au jet, il a tout passé. Ses vêtements, il les a fait laver également. Bon, c'est quelqu'un qui savait ce qu'il risquait. Un assassin calculateur qui a fini par reconnaître son crime et qui l'a avoué à maintes reprises.
devant les policiers qui l'ont interrogé, devant le procureur Louis Bartholomei, devant le juge d'instruction et même devant les psychiatres qui l'ont examiné en prison. Les aveux de Marletta pèsent lourd et le condamnent avant même l'ouverture du procès. C'est une enquête, il faut le reconnaître, qui a été rondement menée. On a réussi à retrouver l'assassin de Christelle, obtenir ses aveux et l'écarter de la société en une semaine, un temps record. Mais coup de théâtre, Christian Marletta se rétracte et livre une toute autre version. Une version dans laquelle il se dit victime d'une horrible machination. Autant les aveux de Marletta ont été pris pour argent comptant au début de l'instruction, autant personne ne veut entendre sa nouvelle version des faits. Personne, sauf ses proches qui s'insurgent contre le climat hostile, contre la pression médiatique sans précédent exercée par une presse qui attend que la justice soit implacable. La directrice du foyer de Bois-Fleuri, dans lequel travaillait Marletta, prendra même l'initiative de créer un comité de soutien pour lever toutes les zones d'ombre de cette affaire. Le 5 juillet 1982, dans une lettre adressée au juge d'instruction, Christian Marletta donne sa nouvelle version des faits, fort différente de celle qu'il avait livrée dans ses premiers aveux. C'est en rentrant chez lui, un soir, quelques jours après la disparition de Christelle, qu'il aurait découvert son corps sans vie dans son propre appartement. Il prend peur, s'affole, et ne sachant quoi faire, le découpe et s'en débarrasse. Mais Christian Marletta ne dit pas là tout ce qu'il sait. Sa vérité, c'est quelques semaines plus tard qu'il finira par l'avouer au magistrat instructeur. Dans cette affaire, il n'a fait que transporter les morceaux du corps de Christelle. Et s'il a accepté d'endosser la responsabilité de sa mort, c'est qu'il a un lourd secret. Un secret qu'il cache aux enquêteurs depuis des mois. Il a été appelé au téléphone, on lui a dit « Descends, sur ta moto, il y a des paquets. Si tu n'arrives pas à t'en débarrasser, ben débrouille-toi. Parce que si tu t'en débarrasses pas et si tu vas à la police, ta femme et ton enfant subiront les mêmes conséquences. » Il a paniqué. Ça, c'est complètement... Ça nous paraît aberrant à nous, hein, tranquille. Il a paniqué et il a ouvert les paquets. Il a vu des morceaux de chair. Il a dit « faut que je m'en débarrasse ». Et ça a été vraiment une faute stupide. Et effectivement, il expliquera qu'il a paniqué, il s'est débarrassé de ce sachet. Et que quand il a été entendu par les enquêteurs et quand il va à la morgue, eh ben, il a ce secret au fond de lui et il ne le révèle pas parce qu'il a toujours peur pour les siens. Il a peur qu'il arrive quelque chose à sa femme et à son fils, donc il garde ce secret et il est dans une situation où il est psychologiquement extrêmement fragile. Selon la dernière version de Christian Marletta, c'est donc bien lui qui a déposé le tronc de Christelle au parking du Merlan. En revanche, ce n'est pas lui qui a jeté la tête, les bras et les jambes à la Pointe Rouge. Selon Christian Marletta, c'est le vrai criminel qui, pour l'accuser, a déposé les autres membres à la Pointe Rouge, un endroit désigné par Marletta lors de ses aveux. On s'en souvient, au moment des premières recherches très médiatisées, personne n'avait rien trouvé. Et étonnamment, voilà que les morceaux réapparaissent quelques semaines plus tard et au même endroit. La personne qui est le réel assassin, qui est le réel coupable dans cette affaire, a bien compris les enjeux. Donc il est assez facile pour lui, quelque temps plus tard, parce que c'est quelqu'un quand même de très pervers et très intelligent et manipulateur, de venir déposer successivement à des dates rapprochées des morceaux de corps qui apparaissent miraculeusement. Donc sans l'information et la divulgation par les journalistes de cette information, il n'y aurait certainement pas eu, dans ces conditions, les restes de l'enfant retrouvés à la Pointe Rouge. À l'époque, les rétractations de Christian Marletta sont relayées par la presse comme étant l'ultime volte-face d'un être pervers et diabolique. Il faut bien que quelque chose de plus vienne caractériser ce monstre au seul moment où il pourrait nous paraître pitoyable s'il avait la force de reconnaître son crime, écrit Jérôme Ferracci pour le Méridional. Ou encore, qui peut croire à de pareils boniments sanglants? Peu de gens y croient, sauf peut-être Marletta lui-même, parce que Marletta ne peut plus se reconnaître dans ce monstre que l'on décrit dans la presse comme tel, et il l'évacue. Pourtant, nombre de ses proches ne croient pas en sa culpabilité
et dénoncent un dossier entaché de plusieurs zones d'ombre. Ils affirment que Christian Marletta est innocent et somment la police de retrouver le vrai coupable et la justice de le condamner. Dans cette affaire, une des caractéristiques importantes est qu'il n'y a aucun témoin des faits. Personne n'a vu Christian Marletta emmener la fillette, personne ne l'a vu monter chez lui. Personne n'a rien vu, ni rien entendu. Pour le comité de soutien, dès le départ, l'enquête a été mal orientée et s'est appuyée sur des éléments de la vie de Marletta infondés. Exemple couramment cité, on a accusé Christian Marletta d'attouchement sur Chantal, alors qu'à l'époque, tout le monde était d'accord pour dire que la fillette avait menti. Il y a eu cette histoire d'émigration de Chantal par rapport à lui, il y a bien avant qu'il quitte son boulot. Donc c'était facile de reprendre cette histoire et de dire, il y a eu ça, s'il y a déjà eu ça avec une sœur, pourquoi pas il n'y a pas eu quelque chose avec l'autre. C'est tout. Je crois que c'est facile. Hein. Le comité dénonce une aberration. Marletta, dans ses aveux, déclare avoir tué Christelle le soir même de son enlèvement, c'est-à-dire le 10 juin. Or, les légistes donnent une fourchette pour situer la mort entre le 13 et le 15 juin. Et à ces dates-là, Marletta n'a matériellement pas pu commettre le crime. Son alibi est solide, il n'était pas à Marseille, mais à Cahors. L'autopsie dit une chose, et c'est un moment où il était en déménagement et qu'il n'était pas à Marseille. Donc si elle est morte entre le 13 et le 15, comment ça pouvait être question puisqu'il était en déménagement? On veut absolument forcer un puzzle, on veut absolument que le décès de cet enfant, en tout cas sa disparition, coïncide avec sa mort, c'est-à-dire le 10 juin. Autre élément parfaitement incongru pour les soutiens de Marletta, le retour des morceaux de cadavres à la Pointe Rouge. Et dites-moi pourquoi, après son arrestation, chaque fois un samedi, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on a trouvé les autres parties du corps. Dites-moi pourquoi on a trouvé les bras, la tête, les jambes. Pourquoi? À chaque fois un samedi, où il y a plus de monde. Et pourquoi à 3 semaines d'écart? Bon, comment est-ce que les courants, soi-disant, ça part, ça revient? On a fouillé à chaque fois, c'était refouillé de fond en comble. Donc, c'était dans tous les journaux que les morceaux avaient été balancés à la Pointe Rouge. Qui a balancé les morceaux à la Pointe Rouge? Christian était en prison depuis 3 semaines. Enfin, on ne trouve pas la moindre trace de sang chez lui, ni dans sa salle de bain, ni sur ses vêtements. Et c'est pourtant là que Christian Marletta déclare avoir découpé le corps de la fillette. On va prendre le tapis, qui est le tapis de bain, qu'on va analyser. Il est sale, il n'y a pas de trace de sang. On va prendre des brosses, en se disant que Marletta, il a nettoyé, il n'y a rien sur les brosses. Et je mets au défi quiconque de nettoyer des quantités de sang importantes, parce que si on doit dépecer quelqu'un, vous imaginez ce que ça peut causer, et qu'aucune particule de ce sang ne soit retrouvée, c'est carrément impossible. D'autant que Christian Marletta n'avait pas forcément la place pour le faire. Il a dit où il avait dépecé. Et si on connaissait son appartement, dans cette douche qui faisait un machin comme ça, c'est impossible de dépecer un corps. C'est impossible. Tous ces éléments, Christian Marletta tente de les faire entendre au juge d'instruction depuis sa prison. Il fait même 2 grèves de la faim dans sa cellule des Baumettes pour obtenir des recherches supplémentaires, sans résultat. Toutes les demandes d'actes qui ont été formulées ont été systématiquement rejetées. Il n'y a pas eu de reconstitution, il n'y a pas eu de confrontation, il n'y a pas eu de contre-expertise. Tous les actes qui sont des actes qui font partie des droits de la défense ont été rejetés. Christian Marletta estime qu'il n'a pas bénéficié du sacro-saint principe du bénéfice du doute et qu'il a été victime d'une enquête uniquement menée à charge. C'est un principe de notre droit que le doute doit l'emporter et qu'il vaut mieux acquitter un coupable que de condamner un innocent. C'est donc maintenant au juré de prendre cette lourde décision. Le procès de Christian Marletta s'ouvre le 12 mars 1985 devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. C'est un procès hors norme, c'est un procès politique, quelque part, où l'opinion publique est au premier rang des témoins. Dès les premières minutes de son procès, l'image que donne Christian Marletta n'est pas bonne.
Des yeux mauvais, fureteurs, sournois, une barbe malsaine, le faciès effrayant, écrivent les journalistes venus en nombre. Bref, l'allure du coupable idéal. Ce jour-là, j'ai envie de le tuer. C'est là que j'ai compris à son regard qu'il avait fait du mal à Christelle. Les avocats m'avaient dit de ne pas le regarder. Parce que, soi-disant, on aurait pu avoir étant donné que j'étais un témoin à décharge, il valait mieux que je ne le regarde pas. La tension est bien palpable dans la salle d'audience. Elle donne à certains l'impression que le procès de Marletta est joué d'avance. Je dirais que quand le procès s'ouvre à la cour d'assises, les dés sont jetés. Il est trop tard. Il est évident que Christian Marletta n'est pas audible. Christian Marletta et tous les témoins qui ont pu être entendus ne sont pas audibles. On est convaincu qu'on a un monstre dans le box et qu'il faut le condamner. Devant la cour, Christian Marletta maintient ses rétractations. Il n'a fait que transporter le corps de Christelle. Ce n'est pas lui qui l'a tué. Mais pour les journalistes présents au procès, sa version des faits est une odieuse fable absurde, un tissu d'invraisemblance. Pour eux, Christian Marletta s'est lancé dans cette folle et délirante escalade de la rétractation pour une seule raison, échapper à la justice des hommes. Apparemment, leur conviction est déjà faite. Personne, à ma connaissance, n'y croit. Personne, pas plus dans la salle d'audience qu'à l'extérieur. Malheureusement pour lui, on ressent ces rétractations comme les soubresauts d'un homme qui est cloué au pilori et qui le sait, quelque part, qui veut s'épargner une peine maximale et qui essaie, tant bien que mal, de s'en sortir par des mensonges qui ne tiennent pas debout. Christian Marletta est présenté comme un homme très intelligent, doté de beaucoup de sang-froid qui, à la manière d'un Landru, appréhende les problèmes, analyse les situations avant de répondre aux questions. Et il répond ce qui l'arrange. Ses avocats tentent de donner une autre image de leurs clients en faisant appel à des témoins de moralité. Ils citent à comparaître toute une batterie d'éducateurs et d'amis qui se succèdent à la barre pour dresser de l'accusé un portrait élogieux. Mais dans la salle de la cour d'assises d'Aix-en-Provence, peu de gens y croient. Les témoins, si vous voulez, vont défiler à la barre pour dire que Marletta est un type bien. Et ils le font en toute sincérité. Et ces gens-là n'ont à l'esprit que cet aspect-là du personnage. C'est là le hiatus, vous voyez. Ils ne sont pas capables d'imaginer en lui le monstre que l'on devine derrière ce fameux regard. On a le sentiment que dans cette spirale infernale, plus rien ne compte. Et que finalement, précisément parce qu'il donne l'apparence d'être un homme irréprochable, c'est encore plus un monstre. Donc finalement, on s'aperçoit que tout est exploité dans un sens négatif et à charge contre lui. Vient le moment d'entendre Chantal, la sœur jumelle de Christelle. Et comme la jeune fille est toujours mineure, le président de la cour fait évacuer la salle. Le témoignage se fait à huis clos. Pétrifiée. J'étais pétrifiée, j'avais très peur. J'avais le cœur qui battait à 100 l'heure. J'avais du mal à parler. Et je lui ai demandé pourquoi tu as tué Christelle. Est-ce que ça a été une vengeance? Est-ce que c'est toi? Mais Chantal n'aura de réponse à aucune de ces questions. Le président lève le huis clos. Retour du public et audition du témoin suivant, le médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie. Lorsque le médecin légiste est venu déposer à la barre, je me souviens que beaucoup de gens sont sortis de la salle d'audience parce qu'ils étaient saisis par l'effroi. Vous comprenez, ce sont des détails chirurgicaux, techniques, au scalpel, au hachoir. Il est question d'une petite fille et on s'aperçoit que c'est une boucherie. C'est insoutenable. Et ce n'est pas fini pour Christian Marletta. L'un des psychiatres qu'il a rencontré en prison et devant qui il a avoué enfonce le clou. Il va dire, Marletta est un homme qui est le jouet de ses pulsions et qui a des préoccupations lancinantes d'ordre sexuel et chirurgical. Or,
Les faits sont là. Christelle a été violée, sodomisée, puis dépecée. Vient l'heure des plaidoiries. Maître Gérald de Geneste, l'avocat de la partie civile, s'adresse directement à Christian Marletta pour le confronter une dernière fois à l'horreur des faits et évoquer le drame d'une famille que la vie n'avait déjà pas favorisée. Et il conclut. Que Marletta bénisse l'année 81, car il sauve sa tête. Je plaide les aveux, je plaide sur le fait que la rétractation intervient, que les éléments de la rétractation ne sont pas sérieux, en tout cas ne peuvent pas permettre véritablement de prendre ces arguments en considération. Je plaide beaucoup sur l'horreur de cette affaire. Pour l'avocat général, il n'y a aucun doute. Christian Marletta est coupable et le mobile de son crime est évident, l'agression sexuelle. Son réquisitoire va durer plus de 3 heures. 3 heures à l'issue desquelles le magistrat demande la peine la plus lourde, la réclusion criminelle à perpétuité. Une peine préconisée comme une nécessité sociale pour sanctionner un crime moyenâgeux. Pour les avocats de la défense, la tâche est quasi insurmontable. Ils plaident l'instruction bâclée et dénoncent un dossier où l'on s'est trop facilement contenté des aveux. Mes confrères qui étaient à l'audience ont été extrêmement courageux, se sont battus pour essayer de faire entendre qu'il y avait une part de doute dans ce dossier et qu'en tout état de cause, les éléments recueillis par l'instruction ne permettaient pas de condamner Christian Marletta. Mais je crois que la vague était trop forte et c'était comme remonter un torrent en sens inverse. C'est effectivement une plaidoirie très touchante, mais malheureusement pour maître Philippe Voulant, l'opinion publique est torrentielle, les journaux sont l'écho de l'opinion publique et son propos ne pèsera pas lourd ce jour-là. Avant que la cour ne se retire pour délibérer, Christian Marletta déclare: Je n'ai pas commis ce crime. Je peux le jurer sur ce que j'ai de plus cher, mon fils. Le 15 mars 1985, après 3h30 de délibéré, Christian Marletta est reconnu coupable du viol et du meurtre de Christelle. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, sans peine de sûreté. Les jurés n'ont pas cru à sa version du complot. À l'annonce du verdict, l'accusé ne bronche pas. Aucune réaction particulière. Il s'est contenté d'avoir un geste de la tête en disant « Vous vous trompez, c'est pas moi ». Coupable ou innocent, heureusement pour Christian Marletta que la peine de mort ait été abolie au moment de son procès. Il a ainsi sauvé sa tête. Il espère toujours démontrer son innocence, dénoncer les failles de l'enquête et même obtenir la révision de son procès. Cette affaire restera dans les annales judiciaires car c'est l'une des premières affaires de meurtre d'enfants jugées après l'abolition de la peine de mort.